Madame, Messieurs, bonsoir. Que pensez-vous de la création du consulat général du Kenya à Goma avec la nomination d'un animateur? Est-ce un acte de fragmentation de la RDC, un acte qui soutiendrait un complot, un projet de balkanisation de la RDC? Comment la RDC devrait-elle réagir? On va en parler dans cette émission. On va revenir sur ce fuite, le fuite de l'accord final entre la RDC et l'AFC et le M23. Que pensez-vous de ce fuite? 50% une force spéciale avec 50% AFC M23. Nous allons en parler dans cette émission. Et que pensez-vous du gouvernement Souminois 2? Quelle pourrait être sa mission? Notre invité pour en parler, il s'agit de M. Isaac Bakoukou. Bonsoir. Bonsoir. M. Isaac Bakoukou de Anamongo. Bien sûr, et je suis fier de l'être. Et si vous regardez l'histoire de ce pays, ce sont les Anamongo qui ont contribué à l'indépendance de ce pays. D'ailleurs, lors de la signature de l'acte de l'indépendance, vous trouverez, ou vous avez trouvé, deux personnes. Et tous les deux sont fils Anamongo. Il s'agit du Premier ministre Emery Patrice Lumumba, comme Premier ministre, et Marie-Justin Bomboko Iselenge, comme ministre des Affaires étrangères, qui ont signé avec le Premier ministre et M. Eskens, le ministre des Affaires étrangères de l'époque. C'est-à-dire que Anamongo tient à l'unité, à la stabilité et au bon fonctionnement des institutions, que le Congo reste un et indivisible. Alors, avec vous, on va parler de cette affaire du Kenya. Ces relations diplomatiques avec les Kenyans qui connaissent un problème. Il y a des nuages avec la création d'un consul général à Goma. Comment avez-vous trouvé cet acte diplomatique de la part du Kenya? Quelque part, surpris, étonnant, et d'autre part, je dis, c'est normal quand un chef d'État permet ou autorise la création d'un mouvement insurrectionnel, un mouvement rebelle, pour que ce mouvement vienne déstabiliser son voisin. C'est une suite logique du comportement du président kenyan, donc M. Ruto, dans leur esprit d'envahir la République démocratique du Congo pour arriver à la balkanisation. Je suis content parce que, vous savez, dans la vie, dans les relations internationales, avant d'agir, il faut rappeler le principe qui fonde les relations entre États et les traités internationaux entre États et les institutions. Je vis la ministre des Affaires étrangères à rappeler le principe. Mais en dehors du principe... Elle a rappelé les principes, mais le Kenya a rétorqué. Ah bah oui, il n'y a pas de problème. Lui, là, le Kenya a rétorqué. Mais les principes évoqués par le gouvernement congolais sont fondés. Parce que toute ouverture d'une représentation diplomatique, peu importe, doit requérir, en ce qui concerne le consulat, les ex-quatours du gouvernement congolais, et quant à l'ambassadeur, l'accréditation. Donc ce sont des éléments qui, avant toute opération, les ex-quatours, c'est l'acceptation. L'accréditation, c'est aussi l'acceptation. Alors, quand vous ne respectez pas le principe... Oui, mais le Kenya explique, il dit que ça a été créé en 2021 et puis validé par le pouvoir de Kinshasa en 2024. Mais non, mais il faut voir le contexte. Pourquoi
le Kenya n'avait pas désigné ce consul à l'époque où nous avions validé. Si nous avions accepté, mais il y a le mot exquatur, qui est la lettre d'accréditation d'un consul général. Ce qui n'a pas été fait. Est-ce que c'est tout à fait normal, dans un contexte où votre voisin, votre partenaire, est confronté à une rébellion, et la ville dans laquelle vous voulez accréditer le consul est occupée par le mouvement rebelle? Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que vous voulez faire une reconnaissance tacite de cette rébellion. Mais les instruments ne manquent pas pour réagir par rapport au Kenya. Le Congo a. Vous savez, le Congo, c'est comme une très belle femme prostituée. Non, je ne veux pas mais une très belle femme. Les femmes, excusez-moi. C'est une très belle femme qui est sollicitée par tout le monde. Alors, il faut les mesures de rétorsion. Aujourd'hui, la RDC peut suspendre les relations entre le Kenya. Suspendre les liaisons de Kenya Airways. La RDC peut se procurer. Ça, c'est dans la réactivité. Hein. Non, dans la oui, réactivité, oui, il faut mais réagir. Vous savez, on ne peut pas réagir à chaud, mais il faut étudier les mécanismes et quelles sont les décisions que nous allons prendre. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut suspendre les relations avec... D'abord, il est le président en exercice de l'Afrique de l'Est. Il a des médiateurs qu'il a envoyés au niveau de l'Union africaine et de la SADC. On veut trouver des solutions pour mettre un terme à ce qui se passe à l'est de la RDC. La solution n'est pas encore intervenue. Alors, il devient le pyromane. Alors, quand il devient le pyromane, qu'est-ce que nous devons faire? 1. Suspendre la relation diplomatique avec le Kenya. Le Kenya a plus besoin de nous que le Congo a besoin du Kenya. 2. On suspend les liaisons aériennes de Kenya Airways. On demande aux actionnaires de Equity BCDC, on rachète les actions de Kenyans qui sont dans ces banques-là. Là où le Kenya a investi, la RDC se propose de racheter. C'est aussi des mesures qui peuvent faire mal. Le Kenya, en prenant cette décision, il ne s'est pas rendu compte que, vous savez, Rwanda a des problèmes très sérieux. Il a annulé beaucoup de vols parce qu'il doit survoler l'espace congolais. Quand on a interdit l'espace congolais, le Rwanda a des problèmes très sérieux. Mais nous sommes à l'aise pour réagir. Ce que moi je demande aux autorités de réagir parce que nous ne sommes pas là seulement pour encaisser. Action, réaction. Et c'est ce que moi je souhaite au niveau du gouvernement, de suspendre les relations avec le Kenya, de suspendre les liaisons aériennes de Kenya Airways et racheter les actifs au niveau de Equity, BCDC et puis et on va voir, il a peut-être d'autres, lui-même, M. Ruto, a des sociétés qui opèrent en RDC. Et pourquoi pas racheter ces actifs-là? Donc, on n'est pas en position de faiblesse. Il suffit simplement de prendre ces décisions-là. Le Kenya va voir ce qui va se passer. Est-ce que le Kenya serait-il en train de chercher une reconnaissance, vous l'avez déjà dit, une reconnaissance, mais qui a une collision avec certains acteurs nationaux, mais des acteurs régionaux également? On a vu l'Ouganda réouvrir la frontière avec Bunagana. À Bunagana, cette frontière a été réouverte. Et maintenant, c'est le Kenya qui intervient. L'Ouganda, le cas d'Ouganda est beaucoup plus particulier que le Kenya. Le Kenya met une autorité, mais l'ouverture d'une frontière, peut-être pour des actions humanitaires, les gens, il faut qu'ils soient évacués, l'échange sur le plan économique, tout cela, ça peut se comprendre. Et d'une autre façon, l'Ouganda devait prévenir la RDC, voilà, compte tenu de la situation, nous aussi on vit
de cette frontière de Bunaganda, vous aussi, vous pouvez de cette frontière de Bunaganda, mais voilà, les populations, nous devons quand même privilégier la circulation de populations. L'Ouganda n'a pas mis un consul ou ouvert une représentation au niveau de Bunaganda. Donc les cas, moi j'aperçois ça comme peut-être, même si c'est la provocation, mais pour des raisons humanitaires de champ, de déplacement de population, la frontière, et par rapport à une administration, c'est la représentation de le Kenya, c'est le dans siège, le milieu rebelle. Le Kenya, c'est le siège de l'EAC, mais c'est quand même le même pays qui reçoit tout le temps les opposants congolais. Le cash Tshisekedi Kamere a été créé à Nairobi. L'AFC a été annoncé par Corneille Nangaa à Nairobi. Là, on apprend que Joseph Kabila a établi ses quartiers généraux à Nairobi. Ce Kenya serait-il en train de chercher la division congolais pour asseoir un complot, réaliser un complot? Non, il fait partie du complot. C'est un soutien de M. Kagame. C'est un soutien de M. Kagame. Et il collabore avec M. Kagame. Même si l'AFC est parti là-bas, je crois que l'AFC n'est pas parti comme ça parce que Nangaa a des rapports avec Mouto. Non. Il y a un maître qui dirige, qui oriente et qui est accepté par son voisin qui est le Kenya. Pourquoi ils ne vont pas au Burundi? Pourquoi ils ne vont pas en Tanzanie? Pourquoi ils ne vont pas en Zambie? Pourquoi seulement les Kenyans? Parce que les Kenyans tirent aussi les bénéfices des crimes perpétrés par ces rébellions et par le Rwanda et le président Kagame. Donc, ils sont tous de complices. C'est pour ça que moi je dis, le Congo est seul. Ah, il est seul. Nous sommes seuls. Seul contre tous. Oui, tous contre nous. Regardez, la réunion de la SADC, on nous évoque le problème de développement économique de la région, tout cela, alors que le plus grand pays est confronté à une rébellion. Ils ont repris leurs militaires, tout ça, les consorts, et ils n'en parlent pas. Ils n'ont pas pris les armes pour démontrer à Kagame, non, ça suffit. En dehors des États-Unis, je ne vois pas, en dehors peut-être de l'Afrique du Sud, le Burundi, je ne vois pas un pays africain, mais tôt ou tard, il y aura ce qu'on appelle le retour de la manivelle. Comme Yann Adèle dit, la pierre qui a attrapé l'hirondelle, le perroquet, il ne faut pas se moquer parce que n'oubliez pas que l'hirondelle est un oiseau, toi aussi tu es un oiseau. Donc, avec la nomination de ce consul, les gens pourraient commencer à chercher des visas pour aller au Kenya. À partir de là, carrément une reconnaissance de la part du Kenya d'une entité séparatiste. Tentative de reconnaissance, et ce n'est pas bon pour un pays qui se dit démocratique. Ce n'est pas très bon pour un pays qui se dit démocratique, parce que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, nous devons avoir, tout était planifié, tout était organisé à la lettre pour affaiblir la RDC à travers son administration, à travers sa police, à travers son armée, pour que le Congo soit à genoux. Ce pays vient de loin. Si ces Congolais pensent que le Congo appartient à Tshisekedi, ils sont à côté de la plaque. Tshisekedi défend que son pays. Il n'est pas propriétaire de ce pays. Mais il y a des Congolais qui ne comprennent pas. Si vous me permettez, laisse-moi féliciter et rendre hommage au général-major, le sous-chef de l'état-major des renseignements, M. Roger Makombo. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Mobutu et Sékou Touré. Mais papa, il fait un travail difficile d'identifier les infiltrés, les traîtres,
et nous débarrasser des ennemis de la République. Vous vous rendez compte, dans un pays, vous avez 35 généraux qui sont arrêtés, soit pour trahison, pour participation au coup d'État. Et en même temps, vous vous rendez compte de ça? Je profite de cette occasion pour remercier le général Benjamin Alongaboni, le commissaire général, qui ne pourra jamais trahir la RDC pour verser le sang des Congolais, bien qu'il ait combattu par les ennemis de la République. Et coïncidence, les deux qui font du bon boulot, ce sont les anciens euphoïstes. Ils ont été formés à l'Académie de Kananga. Vous vous rendez compte de ça? Alors, ils ont cherché à affaiblir, à rendre le Congo à la genoux. Et ce qui nous importe aujourd'hui, nous devons recréer, réformer notre armée avec un nouvel esprit, avec une nouvelle conception de l'armée, une armée de dissuasion. On les dit toujours, non, on le veut, mais on ne l'a toujours pas. Vous savez, pour créer une armée, ça doit prendre du temps parce que notre armée était déstructurée. Mobutu est parti, nous a laissé, je crois, entre 25 et 30 généraux. Kabila a bradé les grades de généraux dans ce pays. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui qui était général? À l'époque, on parle de général, on parle de général Ikuku, serpent de rail. On parle de Mayele, commandant de 311 bataillons aéroportés, Tigre. Vous savez, on entend parler, tel général. Quand on parle de le troupement, le général Somao. Parce que ce sont des généraux qui étaient des généraux de troupes. Et les troupes avaient confiance avec. On ne badinait pas. Aujourd'hui, nous avons des généraux. Il n'est pas général de troupes. Il n'est même pas de fonction. Il est général parce qu'il est de ceci, il est de cela, et il a été promu général. Mais à notre jeunesse, nous savions que non. Ah, commando choc, vous avez le général Nzimbi. Alors, il faut recréer ces hommes-là. Le Mamadou Ndala, regarde même le général Ndima. On a fait tout pour l'enlever de Nord Kivu. Alors qu'il est né là, il est là, technicien, technocrate, militaire, tout ça là, il consort. Mamadou Ndala, on l'a écrasé. Nzimbi, on l'a écrasé. Baouma, tous les vrais militaires qui étaient mieux formés à l'époque du Zaïre sont décimés. Alors il faut recréer une armée et il y a une volonté du commandant suprême. Attendez, il y a une volonté du commandant suprême. C'est au Congo de Tshisekedi que le Congo a investi autant de milliards pour l'acquisition de matériel. Il faut reconvertir notre armée et avoir une armée. Regardez la présence de Poutine à l'Alaska. Vous avez vu les dispositifs de sécurité. Ouais. Vous avez vu, c'est ça. Il faut qu'on arrive à ça. Et la seule personne qui peut faire ça, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Ah, c'est la seule personne qui peut faire ça. Ah oui. Parce que ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Et ça fait 18 ans que quelqu'un était au pouvoir. Le Zaïre, c'est... Vous savez, moi, j'ai rencontré Kadhafi avec le vieux Berthe Mampaka, le gens de diaspora, à Sirte. Il nous a dit ceci. Si moi, j'avais l'armée zaïroise, je pouvais me prétendre conquérir une partie de l'Afrique. Parce que l'armée zaïroise n'a jamais permis de prendre ce qu'ils appelaient la 38e parallèle, la bande à Ouzou. C'était l'armée congolaise, l'armée zaïroise. Ce sont des citoyens congolais. Mais quand il y a l'infiltration, il y a des traîtres, il y a des structurations, parce qu'ils savent que le Congo c'est un éléphant. Et quand l'éléphant se dresse, il n'y a personne. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut, tous les diplômés, moi c'est ma proposition, tous les diplômés peuvent aller faire l'armée pendant 2 ans. Alors, on va revenir à ce qu'a fait le Kenya, à cet acte diplomatique du Kenya. Le Kenya qui est en train de poser des bases, hein, parce que beaucoup dénoncent
Non, non, il est en train de tenter. De tenter. Il est en train de tenter. Alors, il y a Martin Fayulu qui dénonce déjà ce qu'il appelle balkanisation, parce que cet acte, selon lui, c'est une balkanisation, mais il y a aussi des fuites. Des fuites liées à l'accord final entre la RDC et la FCLM 23. L'information n'est pas encore officielle, mais on dit qu'un média français, Jeune Afrique pour ne pas le citer, a révélé une partie du contenu de cet accord final. Il y a notamment la création d'une force spéciale, 50% AFC M23, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Lorsque on prend cet élément diplomatique de la part du Kenya, on prend également ce contenu de cet accord qui n'est pas encore officiel. Si ces informations s'est confirmées, on pourrait dire qu'on va consacrer une autonomie de gestion de deux provinces du Kivu. Vous croyez encore à la presse française? Je ne sais pas. Vraiment, vous croyez encore à la presse française? Parmi nos problèmes, nos difficultés, notre misère, notre malheur, c'est la France. Je ne sais pas si vous comprenez ça ou vous voyez ça ou vous prenez ça à la légère. La France est derrière ce qui se passe. Raison pour laquelle des agents des services de sécurité français ont été interpellés dans une des chaînes collègues à vous. Vous savez, la France commence à se rendre compte. Donc, c'est pour dire que c'est faux. En tout cas, pour moi, connaissant notre président, cette histoire, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ce qui nous reste, comme j'insiste, nous devons nous battre. Comme les États-Unis, à travers Trump, a compris certaines choses, nous devons nous battre pour notre autonomie, pour notre indépendance. Nous ne pouvons plus croire à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Sinon, ça sera notre extermination. Quand je vois les gens prôner les dialogues, ça fait 29 dialogues en RDC. 29, vous avez eu à dénombrer. Ah oui, 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 29. Le dernier, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre. Et on veut aller hors. L'accord de Saint-City, je pensais que c'était le tout dernier accord qui permettait, où on a résolu tous les problèmes que les Congolais connaissaient, qui est d'ailleurs repris dans le préambule. Et le problème épineux, c'était le problème de pouvoir illégitime. Parmi les causes, tout cela est consort. Et quand j'entends les gens dire les causes profondes, après avoir dirigé ce pays pendant 18 ans, vous avez organisé le dialogue intercongolais à Saint-City. Il y a eu les accords de Lusaka, 1, 2, Gaborone, Bruxelles, Washington, New York, tout cela est consort. Et on doit nous parler des dialogues. Pendant que nous sommes dans une guerre d'agression et économique soutenue par les puissances étrangères. Je ne comprends pas. Pour les intérêts particuliers. Parce que certains ont pensé que le Congo était devenu un jardin ou une plantation, disais-je. Cardinal Maloula, Cardinal Monsengo. Mais s'il n'y a pas de dialogue, comment selon vous on arriverait à la cohésion nationale, obtenir cette cohésion nationale dont le pays a besoin aujourd'hui pour gagner la guerre? Il y a le Rwanda qui est là, les Kenyans, il y a l'Ouganda, bien entendu, mais comment arriverait-on à avoir cette cohésion nationale dont on a besoin pour parler le même langage? C'est l'escroquerie politique. Moi, je parle de l'escroquerie politique. Bon sang. Nous avons les institutions que nous avions voulu à l'époque de l'accord de Saint-City. L'article 64 dit on ne peut pas permettre aux gens
qui prend le pouvoir, ou un groupe de gens qui veut prendre le pouvoir par la force. On a organisé le cycle d'élection. Malgré nous, vous savez, aujourd'hui, s'il faut considérer les propos des Nanga, c'est que nous n'avons jamais eu des élections transparentes. On peut aller, je peux aller aujourd'hui par rapport aux déclarations des Nanga. En 2006, Kabila n'était pas élu. En 2011, Kabila n'était pas élu. Parce qu'il avait la CENI, il avait le président de la commission électorale indépendante. Alors, nous avons des institutions républicaines qui fonctionnent. Nous devons quoi? Nous devons remettre en cause tous les acquis de Sun City et les autres acquis parce que on a quelqu'un se bat pour ses carrés miniers, l'autre se bat pour ses fortunes qu'il a amassées depuis qu'il est devenu président de la République en 2003 ou 2001. Dites-moi, quelle est aujourd'hui vraiment la motivation d'un dialogue? Il réclame le dialogue. Et nous connaissons, nous avons suivi la conférence nationale. Les dialogues, et puis il y avait les dialogues. Avant le dialogue, il y a eu l'ASD, il y a eu le groupe de l'hôtel de Machala Matadi. Nous connaissons comment les Congolais fonctionnent. Alors que l'urgence est que nous devons bouter l'ennemi dehors. C'est ça la priorité. Mais en faisant quoi exactement? Pardon? Bouter dehors, en faisant quoi? En ayant des discours contradictoires les uns envers les autres. Il n'y a pas eu de discours contradictoires parce que le président a fait appel. Il avait fait appel à tous les Congolais d'être unis pour combattre l'ennemi. Je ne sais pas si on va parler du gouvernement. On va parler du gouvernement. Il y a eu le gouvernement de l'ouverture. Il y a certains qui ont accepté, d'autres qui ont refusé par leur égoïsme. Parce qu'ils ne voient eux. Ils ne voient pas la République. Ils ne voient pas la République. Alors, on va parler effectivement du gouvernement Souminois 2. Il a été annoncé resserré, mais il n'a pas été resserré. On a annoncé une ouverture politique, mais l'ouverture était petite, une petite concession que le président de la République a fait. Qu'est-ce que vous entendez par petit? Il n'y a pas eu beaucoup de figures de l'opposition qui ont intégré la République. Comment voyez-vous ce gouvernement? La République nous appartient à nous tous. Et quand le premier citoyen tend la main à tout le monde et que il y a certains qui ont répondu, et puis de toute façon, nous ne pourrons jamais avoir l'unanimité sur tout. Mais moi, ce gouvernement, ici sur votre plateau, j'avais gueulé ici, parce que dans ma province à moi, nous n'avions pas un ministre. Nous avions un vice-ministre au transport, Marc Ekila. Oui, mais c'est la même chose avec le Maniema qui dénonçait... Non, aujourd'hui, oui, c'était la même chose que le Maniema. Mais aujourd'hui, il y a un gouvernement équilibré où toutes les provinces sont représentées. C'est la première chose. Deuxième chose... Dont la vôtre. Pardon? Dont votre province est représentée. Non, écoute. La géopolitique, la géostratégique. Vous ne pouvez pas être dans une province, dans un pays où vous voyez, vous avez les députés, mais vous n'avez pas un ministre au gouvernement. Nous avons 26 provinces. Commencez par mettre 26 ministres. Pour s'assurer que chaque province il y a une représentativité pour ne pas froisser les autres. C'est dans une correction, ce qui n'était pas au gouvernement Samalou Kondé. Vous comprenez? Alors, deux, ceux qui ont demandé qu'ils viennent, certains ont résisté. On a pris, et ce n'était pas le moindre. Quand je vois un type comme Mouzito, c'est son dada. Il est bien là où il est.
Je vis les gens se plaindre, on a repris le même. Non. On ne peut pas avoir tout le monde dans le gouvernement. Et tout le monde ne doit pas être un membre du gouvernement. Mais nous sommes de l'union sacrée. Vous voulez quoi? On enlève Mme Teresa Kawikwamba, qu'elle soit remplacée par qui? Alors qu'elle est là-dedans dans le processus, la procédure des accords de Washington. Vous voulez quoi? Qu'on enlève Jean-Pierre Liaou, qui a amorcé les réformes de la fonction publique? Vous voulez qu'on a plus quoi? Enlever Guy Mondavita, même qu'il soit civil, alors qu'il a amorcé un certain nombre de choses au niveau du ministère de la Défense? Mais on constate que ça faut parler de manière individuelle, mais de manière globale. Les résultats d'un gouvernement, on estime qu'en recyclant les mêmes visages, le président s'expose aux mêmes résultats. Non. Il y a eu quand même il y a eu des entrants et il y a eu des sortants. On n'a pas gardé tout le monde. Sur 55 membres de l'ancien cabinet souminois, 15 ministres sont partis et il y a eu l'entrée de 13 nouveaux visages. 13 seulement. Mais 38 ministres sont restés. Parce que nous sommes dans une situation, ce n'est pas une situation normale. Il faut éviter la rupture, le recommencement de dossier. Et tout compte bon, tout compte faux. Mais il y a un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Moi, sur le plan géopolitique, c'est bon. Et aujourd'hui, les gens qui sont rentrés et les gens qui sont restés là, il a dit, il a énuméré les priorités. Il a compté même mon domaine de l'agriculture. Oui, mais c'est devenu quand même quelque chose d'habituel. Non, il y a eu des permutations. Non, c'est pas habituel, papa. Quand on met en place un gouvernement, c'est normal qu'on donne les orientations à ce gouvernement. Nous ne sommes pas dans un contexte, dans un état normal. Nous sommes en guerre. Il faut comprendre ça. Nous sommes dans un état de contexte de guerre. Agressés. Nos frères sont massacrés. Alors, s'il faut répondre, satisfaire les politiques pour sacrifier ceux qui, dont les bases étaient déjà jetées, moi je suis désolé. Je pourrais comprendre, mais je dis, le contexte dans lequel, l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le contexte normal. Vous avez quand même vu les tollés général, il y a eu quand même une sorte de protestation. Ça a toujours été. Aucun jour un nouveau gouvernement. Vous les minimisez, vous dites que ça a toujours été. Je ne minimise pas, mais je dis à chaque fois qu'il y a un gouvernement, il y a les satisfaits et les insatisfaits. Ça a toujours été ainsi. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons croiser les bras. Mais celui qui ne fonctionnera pas, les évaluations sont là. Donc, tout ce que vous voyez de bon dans ce gouvernement, c'est le fait que votre propre province a été enfin représentée au gouvernement. Je ne dis pas ça. La Constitution préconise l'égalité de tous. Oui, la représentation provinciale. Le préambule de notre Constitution parle de la géopolitique. Ça ne vient pas de moi. Mais moi, pourquoi? Je ne peux pas concevoir, nous sommes 26 provinces et que certaines provinces sont représentées, d'autres ne sont pas représentées. Vous trouvez ça normal? Si on vous demandait les priorités de ce gouvernement, vous diriez quoi? Quelles pourraient être les priorités selon vous? Qu'est-ce que ce gouvernement Souminois 2 devrait faire en priorité? La priorité, aboutir rapidement à l'accord de Washington. Très rapidement, l'exécution de cet accord, relancer, réformer notre armée, former une nouvelle armée, une nouvelle police et relancer l'économie de notre pays et mettre l'agriculture au cœur de l'action gouvernementale. Aucun pays s'est développé si son agriculture est handicapée. C'est ça mes priorités que je vois là.
rapidement, il faut... Très facile de le citer, de le dire, mais dans l'applicabilité, il est très facile de donner les priorités comme vous le faites. Mais c'est par rapport à votre question. Oui, mais... C'est par rapport à votre question. Vous m'avez posé la question, je vous ai répondu par rapport à votre question. Oui, alors, et vous pensez que c'est très facile de les concrétiser? Parce que ce sont les priorités. Quand vous regardez la manière dont les mêmes... Notre seul handicap, c'est que nous avons la guerre, il faut entretenir la guerre, il faut acheter les munitions, il faut acheter les rations, il faut payer la solde des militaires. Vous comprenez? Une grande partie de l'argent qui devait être affecté pour d'autres activités économiques ou de développement ou de machin, tout ça là et consort, la grande partie affectée à la situation à laquelle nous faisons face. Parce que les gens, oui, vous pouvez parler. Vous savez combien coûte le drone? Vous savez combien coûte le drone? Combien coûte un avion de chasse? Hein? Un avion de chasse coûte combien? C'est dans le million. C'est dans le million, parfois le milliard. Nous voulons que la guerre soit terminée. Nous devons équiper notre armée en tenue, en équipement, en ration et en solde. Et puis, d'autre côté, il y a les fonctionnaires. Il y a aussi d'autres priorités. Et combiner tout ça, vous savez, les gens qui sont derrière la guerre sont pires que les sorciers. Parce qu'il y a des victimes collatérales à tous les niveaux qu'eux ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont massacrés, il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui meurent parce que le médicament n'arrive pas, on n'arrive pas à tout faire, on n'arrive pas à tout programmer, bien que tout était planifié, programmé. Ils sont pires que les diables, ils sont pires que les sorciers. Les gens qui sont derrière, qui nous réclament les dialogues. Un Congolais a besoin de dialogue, ou il a besoin que son salaire soit augmenté, il a besoin qu'il ait son carburant, et son loyer soit stable, et qu'il paye les minéraux de ses enfants, qu'il survienne aux besoins de ses enfants. Et les dialogues là va nous donner quoi? Ça fait 29 dialogues que nous avons fait. Il y a eu de concertation de palais du peuple, les accords de la Saint-Sylvestre, a débouché quoi? Vous savez ce qui ça a débouché? Alors, s'il n'y a pas de dialogue, on a Corneille Nangaa qui est là où il est, il y a Joseph Kabila qui est là où il est. Sans dialogue, comment on résout ça, selon vous? Pour moi, il y a eu dialogue intercongolais, mais où sommes-nous aujourd'hui? C'est la mauvaise foi des Congolais. Oui, mais comment on résout leur cas? Mais parce que le Congolais est mauvais. Le Congolais est mauvais. Pour avoir le pouvoir, il s'est dit, il faut que je fasse le bruit, qu'on ait les dialogues, où je tue mes propres frères congolais pour qu'il y ait ceci. Dites-moi, qu'est-ce qui a déclenché cette guerre? Ils sont partis à Doha. Je n'ai pas vu les M23. Je n'ai pas vu l'AFC. Vous avez vu qui? Ah ben le ministre rwandais de l'Intérieur. Bah oui. Vous avez vu Nangaa à Doha? Avez-vous Bissimo à Doha? Ils ont délégué, certainement. Mais non, délégué qui? Parce que Tshisekedi non, délégué qui? Tshisekedi, on l'a dit à Doha lorsqu'il fallait rencontrer Paul Kagame. Lui, Chabani est parti après. On n'a pas vu Chabani à Doha. Chabani est parti parce que Birara est parti là-bas. On lui a posé, qu'est-ce que tu veux faire ici? Ou nous, c'est nous. Non. Quand les présidents disent qu'ils sont des supplétifs, il faut le croire. Parce que l'accord de principe de Washington est clair. Washington, Rwanda, RDC, médiateur, les États-Unis. Doha, gouvernement des RDC, M23 et AFC. Qu'est-ce que le ministre rwandais des Affaires intérieures est allé faire à Doha? Allez-y comprendre ces choses-là. Alors, vous pensez que nous sommes des enfants qui sont nés de la dernière pluie? Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. On espère que ce qui a fuité est faux. On va avoir l'accord final. Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir, selon vous, à Doha?
À Doha, la ligne rouge. à ne pas franchir. Ces revendications-là. Les revendications Là. séparatistes du M23. Ça ne fonctionnera pas. Parce que, déjà, ils vont violer l'accord de Washington. Je crois, le Boulos leur a rappelé l'intangibilité des frontières. Il les a rappelés. Chacun doit être dans son pays. Chacun doit exploiter ses matières premières. C'est le principe qui était là. Quand ils sont venus à Doha, on leur a rappelé. Vous voulez gérer pendant 8 ans le nord et le sud Kivu. Alors que le principe qui était le principe père dit chacun a son pays. Vous comprenez? Il y a une chose. Vous savez, on a quand même accepté de négocier avec le M23 et le AFC. On ne peut pas aller jusqu'à... Et les gens disent que oh non, le Congo n'est pas à vendre. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dernière question. Comment les Congolais peuvent-ils se comporter vis-à-vis de tout ça? Mais ils doivent être intransigeants. On n'a pas un autre pays. Nous n'avons qu'un seul pays qui est la RDC, que Dieu nous a laissé à travers nos ancêtres. Lumumba est mort pour ce pays. Beaucoup de gens sont morts pour ce pays. Nous devons nous lever derrière les institutions de la République et derrière le président de la République pour défendre. Il n'y a personne qui viendrait défendre notre pays. Nous avons des traîtres partout, même les pays voisins, même ceux qui se disent nos partenaires. Ce sont des traîtres. Ah, voilà. Donc, nous devons être prêts à tout pour défendre notre pays. C'est-à-dire, moi j'insiste, il faut que nous puissions renouveler notre armée. Merci. Ce sera votre mot de la fin pour ce soir? Moi je dis, je suis celui qui pense que peut-être le dialogue ne nous apportera pas grand-chose. Mais si nous nous battons pour la souveraineté de notre pays, ça serait une chose. Et moi je voudrais simplement adresser mes frères de la ville de Mbandaka qui s'organisent, qui se mobilisent, parce que le président de la République viendra concrétiser sa promesse électorale. Il viendra à Mbandaka pour lancer les travaux de l'université à standard international qui nous avait promis. Il va les concrétiser, il viendra inaugurer un hôpital et il viendra aussi lancer les travaux pour le stade. Et notre souhait est que chaque province de la RDC puisse avoir une université à standard international. Parmi les Kassavoubou, Tshisekedi, je crois que Tshisekedi est parmi les précurseurs, en dehors de le marchand Mobutu, de ceux qui ont commencé à construire les universités pour préparer une génération de cadres pour notre pays. C'est un homme à féliciter. Merci beaucoup, Monsieur Isaac Bakoukou. Nous rappelons que vous êtes fondateur de la dynamique. Développement Isaac Bakoukou. Aujourd'hui, nous allons descendre pour la saison B. Et donc, on va récolter les maniocs et commencer à s'aimer aujourd'hui les maïs, les bananiers et tout ça, les construire. Donc, je suis là, je dois repartir rapidement pour organiser les choses parce que la saison B commence au mois de septembre. Merci beaucoup, M. Isaac Bakoukou. Merci d'avoir été sur ce plateau de Table Ronde. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons complètement cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde. Au revoir.